D'accord. Ok. Oui, oui, tout à fait. Sinon, c'est comme ils se sont. On avait pris normalement 2. Ah oui, d'accord. Bien, alors. C'est toi, Néma. Je te cherchais ici, mais je te voyais pas, mais j'entendais. Donc, tu te calmes, ça va, tu te calmes. On ne se fait pas remarquer, surtout quand on a des invités. Simon, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Je pense que maintenant tout le monde est là. Et alors, je vais vous laisser. Voilà. Merci bien. Voilà, je vous en prie. Présentez-vous peut-être. J'ai déjà expliqué, mais présentez-vous et puis lancez-vous. D'accord, donc bonjour à tous. Nous sommes des élèves de l'UESP, donc la Haute École de Nivelles. Nancy et moi-même, Valentine, on est en section littéraire, donc pour être professeur de français. Et Élodie, Isaline et Marie sont en section histoire-géographie, en deuxième, on est toutes en deuxième. Donc voilà, on va vous parler du réalisme dans la littérature et dans la peinture. Donc voilà, comme le dit Valentine, on vous présente le réalisme. Donc le réalisme, c'est un mouvement littéraire, donc un style, je vais dire, d'écriture qui est apparu au milieu du 19e siècle. Donc il a pour but d'exprimer de manière la plus fidèle possible la réalité. Donc par exemple, lorsqu'on va parler des sentiments des personnages, ça va être des sentiments vraisemblables, la description d'un lieu, ça va être vraiment réel, sans non plus idéaliser cette description. Et donc l'auteur se doit d'être le plus objectif possible, ne pas donner son opinion, etc. et de décrire donc ces lieux vraiment précisément et avec une grande minutie. Et donc on voit ça donc on va vous présenter la partie littéraire, donc le réalisme dans les romans, etc. Et les autres filles vont vous présenter, elles, le réalisme dans la peinture. Donc on a choisi 3 auteurs. Moi je vais vous parler de Stendhal. Donc c'est son pseudo, c'est un pseudonyme. Il s'appelle en réalité Henri Weil. Donc il est né en 1783 et mort en 1842. Il rentre dans l'armée, puis il abandonne sa carrière militaire, puis il y retourne avec Napoléon. Ensuite, en 1830, il va écrire un très grand roman qui s'appelle Le Rouge et le Noir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui? Vous en avez peut-être parlé? Non? Non. Je sais plus, j'en parle parfois, ça dépend. Donc c'est un très grand roman. Il écrira aussi 4 autres œuvres, mais elles qui sont inachevées. Et puis alors, il écrira d'autres romans, comme Chronique italienne, Mémoire d'un touriste, La Chartreuse de Parme, L'Abbesse de Castro. C'est comme tous les grands hommes de cette époque, c'est un observateur. Il se pose également énormément de questions et il juge beaucoup. Alors, pour parler de son œuvre, Le Rouge et le Noir. Donc, Le Rouge et le Noir, ça a une importance dans le roman, parce que le noir, il est constamment mis en valeur. Donc, on parle du noir tout le temps pour les habits. Donc, le héros du livre, il s'appelle Julien. Il est habillé en noir. C'est parce que c'est une carrière religieuse. Donc, quand on est religieux, quand on fait partie du régime ecclésiastique, on est habillé en noir. Le noir fera aussi partie du roman pour décrire la peinture, pour décrire l'atmosphère. On parle aussi d'un homme qui a le regard noir. Donc, c'est toujours mis en évidence. Et contrairement au noir, le rouge, lui, c'est pour parler d'une carrière militaire. Donc Julien passera après sa carrière religieuse, il va passer dans une carrière militaire. Donc il va recevoir une bannière rouge
Et donc voilà, le rouge c'est vraiment pour parler de tout ce qui est militaire et le noir c'est pour parler de tout ce qui est religieux. Donc à mon tour de vous présenter donc, un autre auteur qui est Honoré de Balzac. Parce que le nom dit quand même quelque chose. Mais ils sont encore, oui. encore jeunes, hein, donc peut-être oui, juste entendre le nom. Voilà. Donc c'est un auteur français né à Tours en 1799. Donc il est issu d'une famille bourgeoise et très stricte. Donc sa famille va le pousser à mener une carrière dans le droit. Mais lui, passionné depuis son enfance, depuis la littérature, la lecture de romans, etc., il va vraiment vouloir poursuivre cette passion et mettre tout en œuvre pour convaincre sa famille de le laisser prendre son propre chemin vers la littérature. Donc dans ces années-là, il va écrire son premier roman un peu tragique qui va enchaîner les critiques successives. Enfin, il va vraiment recevoir de très mauvaises impressions suite à cette parution de son premier roman. Malgré tout, il ne va pas se décourager, mais pour les prochains romans qui suivront, donc le premier, il va utiliser des pseudonymes, des différents, afin de ne pas être critiqué. Donc ces romans-là ne vont pas vraiment lui rapporter beaucoup d'argent, mais ils vont l'aider à enrichir sa formation littéraire, forcément. Donc ensuite, en 1825, il va décider d'acheter une imprimerie. Bon, les premiers mois, il va vraiment essayer de porter ce commerce vraiment haut. Mais malheureusement, ça ne va marcher que quelques mois après. La faillite va être inévitable, rendant donc criblé de dettes. Et donc de là, il va reprendre l'écriture en essayant de reprendre le dessus par rapport à ses dettes. Et lors de ses premiers succès, il va rejoindre une société un peu plus aristocratique, un peu plus haute. Et de là, il va être un membre fondateur de la Société des gens de lettres en 1838. Et il jouera d'ailleurs un grand rôle dans l'instauration de la fondation de la protection des droits d'auteur. Alors il sera le premier aussi à donner naissance à un nouveau genre de roman qui est le roman feuilleton. Donc des parutions à certaines fréquences dans les journaux. Donc son premier s'appellera La vieille fille en 1837. Donc malheureusement, étant donné que c'était un travailleur acharné et à toujours vouloir faire mieux, sa santé s'en est ressentie, donc ce qui fait qu'il s'est éteint à 51 ans, donc c'est assez jeune, à Paris en 1850, alors qu'il venait d'épouser Madame Anska, avec laquelle il correspondait par courrier depuis plus de 16 ans. D'ailleurs, il aura sorti un livre reprenant toutes ces lettres qu'il avait échangées avec son épouse. Alors il a beaucoup d'œuvres à son actif, puisqu'il y en a plus de 91. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais pour vous citer les plus connus ou celles ayant rencontré un grand succès, il y a le colonel Chabert, le père Griot, j'en parlerai un petit peu plus tard, Béatrix, la femme de 30 ans, la cousine Bette. Et donc comme je vous dis, il y en a vraiment énormément. Alors pour vous parler vraiment du réalisme et être vraiment dedans, j'ai choisi la comédie humaine. Donc il y a vraiment une œuvre très connue et jamais égalée. Donc la comédie humaine, c'est un ensemble d'ouvrages écrits par Honoré Balzac. Il reprend 137 œuvres. Donc on peut y retrouver des romans, des nouvelles, des essais, etc. Donc il y a le conte, le fantastique, des côtés un peu plus philosophiques, psychologiques. Et donc l'écriture de cet ouvrage, il s'étend de 1829 à 1850. Donc vous voyez, c'est vraiment presque toute sa carrière. Et cet ouvrage comporte plus de 2000 personnages. Donc c'est vraiment énorme. Alors, les différents textes, donc les différents romans dans cet ouvrage sont classés selon diverses catégories, telles que les lieux géographiques, les milieux sociaux, etc. Et l'idée de cette œuvre, donc Honoré Balzac a vraiment voulu mener une comparaison entre l'humanité et l'animalité. Donc il va parler dans cette œuvre beaucoup du milieu social de son époque, donc de la société contemporaine, vraiment l'addiction à l'argent, la prétention, etc. Et vraiment décrire de façon la plus précise possible la société dans laquelle il vivait. Donc, il voulait aussi regrouper toute son époque dans une même œuvre. Donc à la base, en 1837, il avait donné pour nom à cet ouvrage les études sociales. Puis quelques années plus tard, exactement en 1842, ça changera et il appellera cet ouvrage la comédie humaine.
Il fait donc référence à une autre œuvre qui s'appelle La Divine Comédie, donc de Dante, parce qu'il est un grand fan et qu'il y a certains liens entre les personnages de ces deux œuvres. Alors, face à cette œuvre, on considère donc Balzac vraiment comme un pilier du réalisme, puisqu'il est vraiment connu pour son objectivité, ses personnages, mais surtout pour sa description. Ce qui est vraiment particulier, il a l'art de décrire vraiment les choses telles qu'elles sont, dans un ordre chronologique. D'ailleurs, on compare souvent sa manière de décrire les choses comme une caméra le fait au cinéma. On va d'abord rentrer dans une ville, par exemple, puis voir une maison, et puis voir l'intérieur de la maison. Même chose pour les personnages, il va d'abord décrire le physique, pour ensuite en venir à l'aspect psychologique. Et donc l'une des œuvres vraiment qui est reprise en la comédie humaine, qui représente le mieux le réalisme, c'est le Père Goriot. Goriot. Le Père Goriot. Le Père Goriot, pardon. Et donc voilà, en gros, pour conclure un petit peu sur mon auteur, on peut dire que Balzac est vraiment un pilier du réalisme et bon, on a une grande influence dans l'écriture. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, il a quand même aidé à la protection des droits d'auteur, donc c'est quand même une chose assez importante. Et son but dans toute son écriture, c'était vraiment de décrire l'aspect de la bourgeoisie, vraiment parler de quelque chose dont les autres pensaient tout bas, mais vraiment l'écrire, le dire fort, et un petit peu oser les choses que les autres n'osaient pas. Et donc voilà pourquoi il est aussi connu et aussi réputé dans le réalisme. Alors, pour Flaubert, malheureusement, c'était une autre personne qui devait le présenter. Elle a dû s'absenter, donc on va vous le présenter en quelques lignes. Donc, Gustave Flaubert, je ne sais pas si peut-être le nom peut aussi vous dire quelque chose. Donc, il est né à Rouen en 1821. Il a fait des études de droit, mais a fini par abandonner pour cause de maladie. Donc, de là, il a vécu à Paris avant de voyager dans l'Orient. À son retour, il a commencé à écrire Madame Bovary. Je suppose quand même que ça... peut-être pas connu, mais du moins entendu. Donc, c'est un très grand succès de Gustave Flaubert. Ensuite, il écrira un autre roman qui est L'éducation sentimentale, mais celui-là ne rencontrera pas un très grand succès. Et ensuite, il mourra en 1880 d'une hémorragie cérébrale, laissant ainsi son œuvre Bouvard et Péruchet inachevée. Et donc c'est malheureusement tout ce qu'on peut vous dire sur cet auteur, mais c'était pas vraiment notre partie. On peut peut-être à la page 5 de... donc il y a un extrait du roman Madame Bovary. Et les romans du réalisme, on ne peut pas les classer uniquement dans le réalisme. Il y aura aussi du romantique. Donc c'est là l'extrait. En fait, vous allez lire l'extrait et vous allez devoir nous donner les éléments qui nous prouvent qu'il n'y a pas que du réalisme. Donc soit les mots, vous pouvez nous donner les mots qui vous montrent que c'est du réalisme. Donc la description vraiment comme les choses sont. Et alors il y a d'autres mots qui font partie du romantisme. Et là donc tout ce qui est romantique, etc. Donc l'amour, etc. Ça voilà. fait partie. Suggérez d'abord la lecture et puis vous posez les questions. Au lieu, parce que sinon, voilà, donc suggérez la lecture, laissez quelques instants pour qu'ils puissent découvrir, ça c'est bien, qu'il y ait au moment une pause, que les élèves puissent aussi faire quelque chose, participer, et alors après vous posez les questions, sinon vous allez devoir vous répéter, ce qui n'est pas mauvais, c'est notre Donc vous pouvez lire l'extrait du roman Madame Bovary à la page 5. S'il y a des soucis de vocabulaire, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il y a des soucis de vocabulaire? Non. Tous les mots ont été compris? Alors, est-ce que vous avez relevé des mots qui ne faisaient pas partie du réalisme? Donc, ici, c'est plutôt du romantique. Vous pouvez parler J'ai plus entendu fort. bonne réponse, mais je ne sais pas. Oui, je t'écoute. Extase, délire. Extase, délire, oui. Oui. Parle un peu plus fort parce que moi-même, Immensité bleuâtre, ça me paraît pas très réaliste. Mais non. Oui. Maintenant, on vous demande vraiment de relever les éléments. Vraiment, on va d'abord s'occuper des éléments romantiques du texte. Oui. L'amour, fleuve du bonheur. L'amour, qui est du bonheur, oui. 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 J'ai un amant. Oui, un amant. C'est juste aussi. Passion, oui. Est-ce que vous voyez d'autres mots Pardon? Les sommets du sentiment. Oui. Donc les éléments romantiques, c'est vraiment l'amour, la passion. Et ce sont des sentiments forts, extrêmes. Donc quand on est amoureux, tout est beau, tout est merveilleux, mais dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça. Et alors, est-ce que vous pouvez relever des éléments réalistes? Déjà, quel est dans la totalité du texte, quel élément dont on vous a parlé par rapport aux auteurs ressort le côté réaliste du texte? Le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de mots comme ça qui décrivent l'amour. Oui, j'ai entendu la réponse, mais encore très bas. La description, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de descriptions pour expliquer ce que la personne ressent. Donc c'est là l'aspect réaliste de cet extrait. Et alors aussi, il y a des longues phrases. Donc il y a une phrase qui fait 4 lignes. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée, et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses hauteurs. Donc le réalisme, donc il y a énormément de descriptions, et aussi ce sont des longues phrases. Une longue phrase, regardez, alors que moi je vous conseille toujours d'écrire des phrases courtes, un verbe ou deux maximum, c'est toujours ma consigne. Combien de verbes ici? Les verbes conjugués, hein. Alors, quels sont-ils? Entrer, serait, ça fait 2, 3, 4, apparaissait, 5. Voilà, 5 verbes ici. 5 verbes, et je vous ai dit, bien sûr que les phrases longues ne sont pas interdites, s'il vous plaît. La preuve, mais bon, il s'agit ici de Flaubert. Hein, voilà, donc vous voyez que la maîtrise de longues phrases, mais bon, c'est bien d'en parler parce que nous, moi justement, je leur dis toujours, faites des phrases plus courtes parce qu'on pourrait analyser cette phrase-là ici en troisième, ça ce serait très intéressant, de voir comment toutes ces propositions sont reliées entre elles. Ça, ce serait intéressant, mais ça, ce serait pour, par après, mais voilà ici, ok, très bien, oui. Quels sont les mots liens? Ça, c'est une chose. Donc voilà,
pour rappeler le réalisme, donc ça décrit les choses telles qu'elles sont. Il y a énormément de descriptions qui sont précises, vraiment pour qu'on puisse, en lisant une phrase, on puisse vraiment s'imaginer la personne ou le lieu vraiment comme il est et pas faire appel à notre imagination. Et alors, il y a des phrases qui sont vraiment très longues et parfois ça peut être ennuyeux parce que c'est difficile de lire des mots. Donc en gros, oui, c'est resté vraiment objectif quant à la description d'un lieu, d'un personnage, d'un sentiment ou autre. Et donc là, on vous a présenté vraiment les 3 auteurs qui sont piliers de ce mouvement littéraire et qui ont, de par leur roman, influencé d'autres auteurs dans ce même mouvement. Donc maintenant, on laisse la parole aux autres pour le côté artistique. Ouais, donc maintenant, on va voir le courant réaliste dans la peinture. Alors, vous pouvez prendre votre page 7 dans le dossier. Donc voici une œuvre de Gustave Courbet qui s'intitule L'enterrement à Ornans. Alors Gustave Courbet, c'est un artiste français. Vous pouvez écrire le nom au tableau s'il vous plaît. Alors, il est né le 10 juin en 1819 à Ornans. Alors, c'est une scène réaliste. Pourquoi? Oui. Ça ressemble à Jésus. Je représente la scène ici. Pourquoi c'est réaliste? Un enterrement. Oui. Donc, en fait, c'est une cérémonie banale de funérailles. Alors, je vais vous demander d'analyser un peu la peinture. Alors, au niveau des couleurs, quelles sont les couleurs principales? Alors, beaucoup de noir, oui. Quoi d'autre? Blanc. Donc, des couleurs pâles et noires. Et alors, rouge. Alors, les couleurs pâles et noires, ça correspond bien donc, au thème, donc, à la cérémonie funèbre. Et alors, on peut voir un tout petit peu de rouge. Pour les sacristains et un peu pour les enfants de cœur. Alors au niveau de l'organisation de la peinture, qu'est-ce que vous pouvez dire? Au niveau de l'emplacement des personnages, du paysage, je vous écoute, j'entends plein de choses. Organisé par couleur, noir, bleu. Alors ici, oui, blanc pour qui? Pour quel personnage? Oui, les hommes d'église. Et ici en noir, Les invités des comptes. pour les proches, pour la famille. Alors comment sont-ils placés? En ligne, en cercle. Oui, en arc de cercle, donc autour du cercueil. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Par rapport au ciel et à la terre, je ne sais pas si vous avez déjà analysé les peintures comme ça. Donc il y a une ligne d'horizon en fait, qui sépare bien le ciel et la terre. Donc il y a un contraste entre les couleurs. Quel est le contraste? Ça part du plus clair au plus foncé. Clair pour quelle partie? Le ciel. Pour le ciel, oui, et foncé donc pour la terre. Alors au niveau des personnages, on en a déjà parlé. Donc ici, homme d'église, donc les gens de la famille. Et ici, quelqu'un, c'est qui sont les... Oui. Oui, ce sont les pleureuses. Donc en fait, elles ne font pas du tout partie de la famille. Elles sont là pour pleurer les morts. Certaines étaient même payées pour pleurer. Alors, au niveau des émotions des personnages,
Oui, triste. Autre chose. Oui, donc ils ont l'air tristes et accablés par la mort du défunt. Alors en fait, il faut savoir que cette peinture elle a été réalisée entre 1849 et 1850. Elle mesurait cette toile 3 mètres sur 7 mètres de large et elle a choqué beaucoup de monde. Pourquoi ? Pour la simplicité des personnages et aussi parce qu'on accordait autant de mètres de toile pour des gens du peuple. Donc c'était vraiment élever les personnes pauvres au niveau des plus grands, donc des personnes riches. Donc ça choquait les gens à l'époque. Mais pour Gustave Courbet, pour lui, ce qui existait vraiment méritait d'être représenté. Donc voilà. Ça, c'est la première peinture qu'on a analysée. Alors ça, c'est une œuvre de Félicien Rox, qui est un artiste belge. Alors regardez bien votre page 7 de ce que j'ai fait avec la photocopieuse. Alors Félicien Rox donc, est né à Namur en 1833. On peut écrire son nom? Alors, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous regardez cette peinture? Alors, au niveau des émotions, ça vous rend triste? Oui. Non. Donc, c'est une œuvre qui s'intitule Un enterrement triste. Donc c'est une scène réaliste d'un enterrement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau des couleurs? C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. Pourquoi, à votre avis? C'est un dessin, oui. Donc c'était dessiné au crayon. Alors au niveau de l'organisation ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je vous écoute. Au niveau de l'organisation, après on verra les personnages. L'organisation spatiale de l'image. Alors ils sont aussi en... Certains personnages se trouvent en lave de cercle autour du cercueil. Est-ce que tous les personnages se trouvent autour? Non. Déjà, Ici, il y a deux personnages que vous voyez sur votre feuille. Et donc là, à l'écart, vous avez le fossoyeur. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a encore une ligne d'horizon entre le ciel et la terre. Donc, très clair pour le ciel et foncé pour la terre. Donc, il y a un contraste. Alors, au niveau des personnages, qu'est-ce que vous pouvez dire? il y a beaucoup plus de dans le de la famille. Oui, donc ici, il y a des hommes d'église. Alors, il faut savoir que les deux personnes ici ne font pas du tout partie de la famille. Ils viennent juste pour assister à la cérémonie. Alors, par rapport au petit garçon ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il a l'air préoccupé par la cérémonie? Pas du tout. En fait, il est en train d'asperger le chien avec de l'eau bénite. Et ici, vous avez les deux porteurs du cercueil qui attendent que la cérémonie se termine en buvant un verre. Alors, qui sont les personnes qui ont vraiment l'air d'être accablées par la mort du défunt? Il y a un enfant En fait, ces deux personnes-là, ils sont là juste pour assister. Ils ont plutôt l'air indifférents. Et le petit garçon est son tuteur. Donc, sur l'image, c'est surtout le petit garçon qui a l'air le plus attristé.
Et au niveau du physique des personnages, je me suis regardé un peu les 3 près ici. Oui, ils sont gros bedonnants. On dirait presque qu'ils sont caricaturés, mais tout est bien proportionné. Robs n'a pas exagéré le physique des personnages. Donc c'est bien une scène réaliste. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est la peinture suivante. Donc voilà, la peinture suivante c'est À l'aube de Charles Herrmann. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la peinture? Qu'est-ce qu'on peut distinguer? Ça vous fait penser à quoi? Elle est riche, elle est pauvre, mais si tu prends juste la scène avec le titre. Oui, ils seront bourrés après une fête. On pourrait, si on... Donc ça c'était une peinture qui a été peinte au 19e siècle, mais si on devait faire la même peinture actuellement, on prendrait une scène qui se passe pendant Carnaval, ici à Nivelles. On pourrait faire la même chose avec, vous avez bien fait la fête, on vous prend en photo avec vous, et puis ici, on représente qui? Les gens qui vont travailler. Donc on a vraiment bien une distinction entre ici les personnages qui, comme tu l'as dit, sont peut-être ivres, et qui ont fait quoi toute la nuit? La fête, et tandis que les autres là viennent pour travailler. Alors, donc on a bien vu aussi une distinction entre les deux personnages. Comment on les distingue? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe-ci par exemple? Pourquoi tu dis qu'ils ont l'air pauvres? Parce qu'ils ont des habits plus vieux, un peu comme ça, ils ont Un tablier. Un tablier. des sabots. Et les autres? Ils ont des robes, des chaussures. Des chaussures, ouais, exactement. Un chapeau, bah oui. Parce que regarde, il a un chapeau de forme, tandis qu'eux, ils ont des petits chapeaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre sur l'image? Il y a une calèche, oui, tout à fait. Et maintenant, si on doit voir les couleurs. Pâle. Exactement. Aussi, est-ce que vous trouvez qu'il y a du mouvement dans la scène? Non? Vous ne trouvez pas qu'on dirait qu'on a pris juste une photo, qu'on a fait pause sur un moment, mais si on met le mot de play sur cette image, qu'est-ce qui va se passer? On va lever la main, comme ça j'entends bien tout le monde. Donc, vas-y, je t'écoute. Ils vont avancer en rigolant. Ils vont avancer en rigolant, certainement. Cette dame-là, à ton avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sûrement tomber sur l'homme. Et cette dame-ci, vous voyez qu'elle tient quelque chose dans sa main, un éventail. Donc si on va mettre play, elle va sûrement commencer à agiter son éventail. Et maintenant, si on va parler des personnages, leur visage, leur regard envers les autres, comme leurs émotions, qu'est-ce qu'on voit? Comme ça, ils ont l'air de mépris ou Ouais. les autres, ils sont voyous. Oui, tu as raison, parce que si on prend cette dame-ci, elle la regarde vraiment de la tête aux pieds en se disant mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Et si on prend plutôt ce personnage-ci, quel regard il a lui? Il regarde ses pieds, et pourquoi il pourrait regarder ses pieds? Il a peut-être honte, tout à fait. Et ce monsieur-là, on voit pas grand-chose, mais il a aussi un regard qui aussi le regarde presque de la tête aux pieds, ces personnes-ci. Et ces deux personnages, ils se regardent comment?
amoureusement. Je crois que ils sont peut-être bourrés, ils se regardent amoureusement parce qu'ils ont bien pu, on ne sait pas. Donc voilà. Je crois que donc on a parlé de l'organisation. Donc si vous prenez les pages d'après, vous avez en fait, on a fait un tableau avec à chaque fois pour reprendre les couleurs de l'image, les mouvements, ce qu'on a parlé, l'organisation de l'image. Donc si on parle de l'organisation de l'image, qu'est-ce qu'on voit? C'est des lignes qui sont représentées par les hommes, les choses. Si on doit mettre des lignes dans ce tableau, on les mettrait où? Oui, donc on mettrait une première ici, comme ceci. Horizontalement. Oui, horizontalement où? Au niveau du trottoir. Du trottoir, comme ceci, oui. Bah, je crois que c'est... Moi, j'avais aussi relevé une ici pour vraiment où on centre l'action sur la sortie du bar ou du cabaret, on ne sait pas trop. Alors, les personnages, donc comme vous l'avez dit, on voit bien une partie de personnes plus riches et une partie de personnes plus pauvres. On a aussi parlé des émotions. Et donc le sujet, c'est vraiment un contraste entre les gens qui ont fait la fête toute la nuit et ceux qui vont venir travailler. Donc voilà, je crois que ce sera tout pour mon œuvre. Je vais laisser les paroles à Elodie. Moi, je vais vous parler un petit peu de Jean-François Millet. On va reprendre les mêmes personnages qu'avec le tableau d'Isaline. On va continuer la journée avec eux. Donc, ils vont croiser les gens riches dans la rue, et puis après, ils vont au travail, à mon avis. Ils vont travailler dans quelle chambre d'endroit? Dans les champs. Est-ce que vous pouvez, d'après le décor, les couleurs, etc., estimer plus ou moins l'heure le matin? L'aube, d'accord. Le soir ou le matin, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, le soleil est relativement bas dans le ciel. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le... Ouais, on voit que c'est un petit peu plus clair de ce côté-ci des personnages. Donc vous pourrez imaginer que le soleil arrive comme ça sur eux. Ils sont dans les champs, et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés être au travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. On dirait qu'ils prient. Oui, en fait, ils prient vraiment. Ils prient vraiment. Donc en fait, ce qui se passe, je vais vous parler du titre maintenant, puis après je vais enchaîner sur le tas. L'Angélus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Angélus? Ok, je ne connais pas l'Angélus de le petit Spirou. Donc, l'Angélus, surtout je disais que c'était qu'il priait, donc en fait, l'Angélus, c'est le nom de la prière. C'est le nom de la prière qu'ils font probablement. C'est aussi le nom d'une cloche d'une église. Et c'est également le nom d'un moment de la journée où on est censé faire la prière Angélus. Donc 3 significations pour le titre. Donc là, on peut dire qu'ils sont en train de faire la prière Angélus parce que c'est le titre, parce que c'est matin. Et puis vous voyez ici, dans le fond, il y a un détail
percute, je veux dire, dans la ligne d'horizon, il y a juste une pique, c'est un clocher d'église. Donc ça prouve bien que je veux mettre l'accent sur la prière, la piété, etc. Donc Jean-François, maintenant je vais vous parler de Jean-François Millet, qui est l'auteur de ce tableau, le peintre de ce tableau. Il est né au début du 19e siècle, donc en 1814, et est mort en 1855. Et cette toile, il l'a peinte vers 1858, je me pose, 1858, donc pleine fleur de son art. Et il a écrit un commentaire en fait, qui va avec ce tableau, qui est, pour lui, c'est un souvenir de jeunesse. Parce que quand il allait chez sa grand-mère, donc qui vivait à la campagne, au son du clocher,